Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Très heureuse de vous retrouver et surtout merci pour votre fidélité, notamment la diaspora qui nous regarde par le monde. On reçoit vos salutations, vos petits messages qui sont très plaisants. Voilà, pour cette année 2026, encore une fois, bonne et heureuse année pour ceux qui nous retrouve sur le chemin aujourd'hui. Voilà, peut-être que certains n'avaient pas encore terminé les fêtes. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine, on fait une synthèse quand même de certains sujets qu'on ramène ici sur ce plateau. Et je suis très souvent accompagnée par des confrères journalistes ou bien des spécialistes, des personnes de ressources qui s'y connaissent pour certains sujets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau pour ces début d'année Moussa Tembeni. Voilà, Moussa Tembeni, on espère bien qu'il a pris de la bonne graine pour 2026. Il est journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Oui, ça va. 2026, j'espère que vous avez quand même pris de la meilleure graine, hein? Bon. 2025, elle n'était pas trop mal, mais en 2026, c'est un peu plus meilleur. Est-ce que ce n'est pas la continuité de 2025 qui continue en 2026? D'accord. Parce qu'au Mali, chaque année, on se dit que l'année précédente vaut mieux que l'année qui débute. Donc, nous espérons, pour le moment, comme c'est déjà, nous sommes après au mois de janvier, et nous espérons que peut-être d'ici la fin de l'année, voilà, et surtout, je suis encore ravi d'être avec mon bourangais, puisque ma femme, elle est bobo. Et je suis en face de Gabriel là, donc c'est un plaisir. Voilà, Moussa avait déjà fait l'annonce, bien avant moi. Il s'agit de notre confrère, monsieur Gabriel Tinou. Il est journaliste d'investigation au journal Le Reporter et aussi il est à Kama Info. Tout à fait. Gabriel, bonjour, ça va? Bonjour Fadima. Bienvenue. Les téléspectateurs à la direction de Mandé TV, à Mabranque Tembini et à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder, parler de l'actualité nationale. C'est pas que nous sommes les meilleurs, mais nous venons par passion, par patriotisme, même si peut-être Tambine va essayer de développer ce que c'est que le patriotisme. Donc, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour relever ces défis que notre pays traverse depuis plusieurs décennies déjà. Ouais. Et je profite de votre micro pour souhaiter bonne et heureuse année 2026 et que Mère Nature et les ancêtres méritants nous accompagnent dans l'ensemble de nos entreprises, mais aussi à nous de savoir prendre des initiatives, changer de comportement pour prétendre voir de nouveaux résultats. Merci beaucoup pour cette petite leçon de morale, ou bien conseil de moralité pour nos téléspectateurs. C'est vrai que c'est par passion, par amour du métier, mais aussi par professionnalisme que souvent il faut faire des choix notamment avec les sujets, aussi par professionnalisme, qu'on puisse pouvoir donner une certaine analyse assez succincte sur les plateaux de télévision, de radio, en fait, de tout média, de tout bord. Voilà, aussi, on en voit qui font des bonnes analyses aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est les confrères, c'est le métier, voilà. Nos sujets aujourd'hui sur ce plateau est notamment une analyse, un décryptage du discours à l'endroit ou à l'occasion du 20 janvier adressé à la nation par le général Assimi Goïta. On aura aussi comme deuxième sujet la CAN 2025, fin de parcours pour le Mali dès les quarts de finale. Qu'est-ce qui a manqué? On essaiera de le savoir sur ce plateau. Troisième et dernier sujet, il s'agit de diplomatie, notamment le Mali et la République de Guinée. On parlera de l'investiture du président Mamadou Doumbia et notamment le déplacement du général Assimi Goïta en République de Guinée pour cette investiture. Sans plus tarder, nous allons prendre le premier sujet, le discours du président de la transition, général Assimi Goïta. Gabriel, quelle analyse? Vous avez écouté le discours, quelle analyse faites-vous? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Qu'est-ce que vous avez surtout retenu de tout ça? Ça a été un très long discours, comme d'habitude, mais bon,
on retient, moi personnellement, je me suis rendu compte quand même que voilà, c'est la fidélité à la tradition d'ailleurs qui fait que voilà, à chaque occasion, on essaye de donner des directives, de faire une rétrospection de l'ensemble des initiatives qui avaient été entreprises et ce qui conduit directement à l'annonce de nouvelles initiatives ou à l'amélioration de certains aspects voilà, de la vie de notre armée. Ceci dit, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, j'ai retenu quand même 2 éléments importants. L'autre, c'est le fait que l'armée va ouvrir de nouvelles bases à Dioula, à Konobougou. Je crois bien qu'il y aura une 3e base également, ce qui va à Nioro, effectivement, à Nioro du Sahel, qui va contribuer à une stabilité peut-être de certains espaces qui étaient un peu en manque d'unité de défense et de sécurité. Mais on va peut-être revenir sur ce que je constate comme étant des insuffisances par rapport à ces mesures. Mais également, de l'autre côté, c'est le deuxième élément, c'est de mettre en contribution le génie militaire par rapport à la réalisation de certaines infrastructures, que je trouve une initiative vraiment salvatrice, parce que on a tendance à reléguer les compétences du génie militaire seulement qu'à chaque fois que l'État ou bien l'armée est dans le besoin. Alors que ce sont des ingénieurs, comme le nom l'indique déjà, le génie militaire, c'est des gens qui ont des compétences tellement étendues que on se pose la question, est-ce qu'on les exploite à fond et à suffisance pour réellement, au vu des défis énormes que le pays traverse, auxquels le pays fait face, est-ce que réellement on exploite ces compétences de cette partie de l'armée malienne, qui n'est pas du tout à négliger. D'accord. Assez rapidement, peut-être qu'on aura plus avec le développement de ce sujet-là. Moussa, et vous, votre analyse Oui, pratiquement, comme on a l'habitude de le dire, hein, c'est une tradition. Nous savons qu'à chaque 20 janvier, chaque président qui ont succédé sort et quand même qui font une adresse à la nation. Surtout, nous pouvons dire cette adresse quand même, elle est dédiée à l'armée puisque c'est la fête de l'armée. Quand même, ça permet quand même de faire un rétrospectif de ce qui a été fait, de ce que peut-être l'État envisage encore apporter comme contribution ou bien comme modification dans le système de défense et de sécurité. Et je pense que le président n'a pas dérobé à cette tradition-là. Comme Gabriel l'a dit, avant déjà le 19, le président a procédé à des remises quand même de matériel importantes quand même aux génies militaires qui va encore les permettre d'être encore plus efficaces encore sur le terrain, surtout en ce moment où nous traversons quand même des crises sécuritaires qui est liées au terrorisme, où plusieurs mines, plusieurs de nos voies sont minées, où les convois de l'armée sont heurtés à des mines. Donc surtout, nous avons vu tout récemment vers Mandiakoui, qui est le Burkina, des ponts qui ont été sabotés encore. Donc tout ça, ça rentre quand même dans le travail des génies militaires qui peuvent vraiment rapidement réparer peut-être certaines infrastructures pour que la projection de l'armée ne soit pas encore ralentie. Donc tout ça, donc je pense que le président aussi l'a dit, c'est très important parce qu'avec le génie militaire aujourd'hui, s'ils ont les équipements adéquats, ils peuvent quand même contribuer au développement, comme il a dit. C'est-à-dire le développement, la réalisation des infrastructures routières. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés vraiment à ces routes-là. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le corridor Kaï-Bamako, aujourd'hui, peut-être avec d'autres ingénieurs civils, ça peut causer des problèmes, comme on a dit, surtout des questions sécuritaires. Mais une fois que ce sont des corps habillés qui sont là, qui connaissent bien le terrain, ça peut leur permettre vraiment de faire ces trucs-là. Comme je prends l'exemple, comme le Burkina, vous avez vu, le président aussi les a dotés aussi de ces matériels-là aujourd'hui qui permettent de contribuer quand même à la construction de ces routes-là. Moi, je pense à ces initiatives. Et surtout aussi la construction des bases aujourd'hui qui va encore permettre d'occuper encore le maillage quand même du territoire aujourd'hui, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, on continue à recruter et jusqu'à présent, il y a des localités aujourd'hui qui ont besoin vraiment d'effectifs pour pouvoir vraiment étouffer l'avancée de ces terroristes-là. Et surtout encore, il en a dit, surtout cette année, quand vous prenez le bilan, et le président a dit c'est un bilan, et c'est un bilan qui est réjouissant parce que, vu la lutte contre le terrorisme, comme il a dit, à chaque fois que les terroristes ont porté un coup, l'armée malienne
en apportent 2 ou 3, donc c'est ce qui est vraiment satisfaisant. Et ils feront tout pour que vraiment, dans ce cadre-là, vraiment la sécurité, la quiétude, pour que les paisibles citoyens puissent vaquer à leurs occupations sans crainte. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président a fait un discours qui est rassurant, comme on a l'habitude de le dire. Cette fois-ci, je pense que pour ceux qui s'attendent toujours à avoir peut-être le diable et les détails dans le diable, je pense que cette fois-ci c'est un discours qui est mesuré. Et bon, puisqu'on parle de l'armée aussi, quand même il est un des éléments des forces spéciales, donc ça veut dire c'est son domaine, il connaît bien et les failles et les trucs, donc je pense que cette fois-ci c'est un discours quand même qui a été un discours urgent, un discours qui porte confiance, qui peut encore rehausser encore le moral des troupes encore sur le terrain. D'accord, merci beaucoup. Par contre, ce discours, comparativement, si on doit comparer, en réalité, on ne doit pas comparer, on doit plus faire un bilan et faire l'état des lieux du bilan. En 2025, lors du discours du président Assimi Goïta, il avait quand même eu des annonces, pas des moindres, notamment l'industrialisation de la partie militaire. Voilà, l'industrie militaire qui allait se mettre en place en 2025, avec notamment une usine de création de munitions, d'assemblage et de fabrication de munitions. Là, pour ce discours, cette fois-ci, on n'en a pas entendu vraiment. Bon, il a effleuré en parlant qu'on va lancer bientôt les projets de trucs. Donc ça a un petit peu interpellé certains observateurs. Oui, vous l'avez très bien souligné, cet aspect de la chose. Vous savez, quand vous êtes un observateur de la chose sécuritaire, vous vous rendez compte que voilà, il y a beaucoup de non-dits. Des initiatives peuvent être énoncées, lancées, mais la suite de l'évolution du processus, ça ne se fait jamais comme c'est les autres, dans les autres professions où on essaie de voir l'évolution de pas en pas, où en sommes-nous, qu'est-ce qui a été fait, ainsi de suite. Parce que celui qui parle, par exemple, de la production de munitions, de l'assemblage de certains blindés ou d'autres moyens de roulant pour l'armée, et il ne va pas quand même faire un bilan du genre, voilà, au cours de l'année, voilà combien de munitions nous avons produites, voilà autant de matériel qu'on a assemblé, ainsi de suite. Et ce sont des détails que les gens souhaiteraient entendre, mais qui dans le militaire, ce n'est pas prudent, parce que cela voudrait dire également que vous êtes en train d'étaler vos capacités actuellement de façon à préparer l'ennemi, à s'adapter aussi à votre évolution. Mais un autre aspect quand même m'a tiqué dans son discours, c'est qu'il a mis l'accent quand même sur le réarmement qui aujourd'hui, l'armée malienne n'en veut plus, n'est pas une armée qui a des besoins non satisfaits en la matière sur le plan réarmement. On voit que tout ce qui a été fait en la matière dans la fourniture du matériel, il a salué tout son gouvernement qui a contribué à redonner de l'espoir, parce que la guerre c'est ça, c'est les moyens, c'est le renseignement et les hommes qui viennent compléter la marche. Et aujourd'hui, tout le monde, il a fait bien comprendre que quiconque est un peu renseigné dans le domaine militaire, c'est que le Mali dispose de quoi réellement se défendre aujourd'hui. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, l'autre aspect que je voudrais souligner également, ça, c'est que vous l'avez aussi souligné par rapport à certaines décisions qui ont été prises depuis, ce n'est pas seulement qu'en 2025, bien avant 2025, il y a l'exploitation de bases militaires dans certaines localités, par exemple comme Mafouné, qui est dans le cercle de Mandiakoui aujourd'hui, et dans un certain nombre de localités où des postes stratégiques auraient pu éviter et desserrer l'étau djihadiste dans ces contrées. Et malheureusement, voyez-vous, dans certains cercles aujourd'hui, par exemple comme Mandiakoui, il n'y a pas l'administration. Encore, il y avait de la gendarmerie qui gérait les choses dans un passé qui commence à être un peu lointain, parce qu'il faut le dire ainsi. Et suite aux attaques récurrentes à Benena, qui fait frontière, où déjà le pont reliant le Burkina au Mali a été sauté par les terroristes. Et voilà, c'est des espaces, c'est des zones tellement sensibles, parce que l'économie également vit de ces
l'économie malienne est alimentée également à travers ces localités. Et je le disais tantôt dans un de mes postes, je dis que la gouvernance se repose exclusivement sur exige de l'information sur les moyens de survie économique des communautés. Et que le chef de l'État ou le gouvernement doit être informé sur les modalités et les conditions de vie de chaque portion du territoire. De telle sorte que quand il est porté préjudice à l'économie locale, qu'ils comprennent que cet impact pourrait également influencer l'économie nationale. Et quand l'économie nationale est influencée par ce que l'économie locale n'arrive pas à survivre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une inflation, pas des prix, cette fois-ci de l'insécurité. Et on va connaître une spirale d'insécurité parce que les gens ne se sentent plus en sécurité. Et le bien devient un problème. Donc, il faut sécuriser ses biens et ses moyens, pas forcément parce que ça apporte au PIB, mais ça garantit une certaine stabilité. Et ces aspects, l'implantation de ces bases longtemps annoncées doit être aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est du devoir régalien, mais c'est aujourd'hui une exigence des populations parce qu'ils sont étouffés par la pression djihadiste et les moyens annoncés ne sont pas là, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, on a beau être résilient, quand on n'a pas le choix, ce qui amène certains villages à conclure des accords avec les groupes armés terroristes. Ce qui est encore très grave parce qu'il y aura des implications directes de complicité entre ces populations et les groupes armés terroristes. Et de ces faits, l'armée, pour récupérer l'espace, va être confrontée à énormément de problèmes. Donc, anticiper certaines décisions, je ne dirais même ça, ce n'est même plus de l'anticipation parce que ça a déjà annoncé il y a plus de 2 ou 3 ans maintenant, depuis la création de ces régions, le maillage sécuritaire avait prévu l'implantation de bases militaires dans certaines localités à la frontière avec le Burkina qui n'ont pas toujours vu le jour. D'accord. On a compris, hein, les bases militaires, c'est une nécessité absolue. Maintenant, l'annonce de 3 bases, est-ce que c'est suffisant, sachant, vous l'avez dit hein, tout de suite en le disant, c'est comme si quelque part, il faut un peu revoir les quantités et stratégiquement voir tout ça. On n'est pas des spécialistes hein, en tout ce qui est militaire, mais quand même le constat en tant que journaliste et surtout l'observation par rapport aux populations qui, dans les zones, subissent vraiment ces choses-là. Moussa, vous, à votre avis, est-ce que si on va reprendre, on va pas dire le bilan, mais c'est ça aussi un petit peu le discours à la nation. On attend à ce que la population, par rapport au discours antérieur, les annonces, les propositions ou les suggestions qui ont été faites, on ne voudrait pas rentrer dans le secret des dieux ou dans la stratégie militaire, mais ça aurait été quand même réconfortant pour nous citoyens, pour tous les citoyens maliens, d'entendre que le Mali est passé aujourd'hui au stade de fabrication de munitions, même si il n'est pas forcément dit qu'il faut annoncer la quantité de munitions fabriquées. Oui, vous savez, là où je me sens peut-être un peu à l'aise dans cette situation, je rejoins peut-être là chez nous. Nous qui avons nos parents qui vivons cette situation-là pendant des années, nous l'avons décrié, nous l'avons crié plusieurs fois, nous l'avons dit, faites attention, il ne faut pas que la ligne rouge soit franchie par ces djihadistes-là. C'est-à-dire, ça a commencé par le nord, après c'est le centre, donc faisons tout pour que nous puissions étouffer vraiment l'évolution de ces terroristes-là au niveau du centre pour que les autres régions du Mali ne soient pas affectées. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui, ces djihadistes-là du nord, du centre, aujourd'hui, sont jusqu'à Caille. Mais là aussi, vous verrez qu'aujourd'hui, ces terroristes-là, ces djihadistes-là, comme on le dit, ont concentré tous leurs efforts aujourd'hui vers le sud. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être le centre, il y a moins d'attaques parce qu'aujourd'hui, tous les efforts logistiques humains sont concentrés aujourd'hui vers le sud. Le sud, c'est juste essayer d'affixer la capitale économiquement en empêchant ces citernes, comme nous l'avons dit, les produits nécessaires. Donc, il y a tout ça. Mais il y a un aspect où peut-être je ne serais pas aussi trop d'accord avec chez nous, c'est de nous dire aujourd'hui que, voilà, sur les stratégies militaires, ce n'est pas bon de dévoiler. Et c'est ce que nous avons dit dès le départ. Mais on n'a pas été compris. Parce qu'à chaque fois que nous recevons des armements,
Mais ces armements-là sont exposés. Le type d'armement que nous avons, ça a été toujours exposé. Et c'est ce que... Oui, malheureusement, et c'est ce que nous avons toujours décrit. Nous avons dit l'armée, parce que vous savez, nous sommes dans une guerre conventionnelle où nous faisons face à des États puissants. Nous faisons face à des États aujourd'hui qui sont quand même des usines militaires qui fabriquent eux-mêmes leurs armements. Les drones, les munitions, les véhicules, les armements, tout nous achetons ce jeu. Bon, si nous achetons ce jeu et que nous disons que aujourd'hui ce sont et ces mêmes puissances-là qui sont derrière ces terroristes et que nous exposons ce que nous achetons, le peu que nous achetons, c'est encore nous exposer. Parce que ça nous permet, parce que l'ennemi sait déjà ce que tu as. Et alors qu'en termes de guerre, toujours comme on l'apprend dans l'armée, comme on le dit, même si nous n'avons pas été militaires, quand même, nous avons un peu fait peut-être ces mouvements armés-là, c'est toujours surprendre l'ennemi. Ça veut dire surprendre l'ennemi comme avec la force de frappe de feu. Parce qu'il faut frapper l'ennemi au moment où il ne s'attend pas le plus. Mais déjà, tu as dévoilé déjà la puissance de feu que tu as. Maintenant, l'ennemi ne serait pas surpris à t'entendre. Il sait déjà qu'est-ce qu'il utilisait pour te contraindre. C'est pour cela que vous voyez, à un moment donné, la guerre avait changé même de direction avec ces bâches gonflables de véhicules et tout. Donc, ça montre aujourd'hui l'ingénierie que ces djihadistes-là ont à leur niveau. Quand vous prenez les drones kamikazes, c'est vrai qu'ils n'ont pas de drones, mais aujourd'hui, ils utilisent les drones simples pour mener des kamikazes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre a évolué. Et l'autre aspect que tu nous dis, ça, c'est l'accord qui est très grave aujourd'hui. Ça, c'est l'accord entre les populations et ces mouvements djihadistes-là. Parce que une fois que ces populations-là arrivent à sceller un accord aujourd'hui entre eux et ces mouvements djihadistes, c'est très compliqué pour l'armée aujourd'hui d'évoluer dans ces zones-là. Parce que c'est vrai, l'État est fort, l'État a ses renseignements. Mais dans une guerre, le renseignement humain est très capital. Ceux qui sont impliqués directement connaissent plus la zone. Géographiquement, ils maîtrisent la zone. Donc, si eux, ils sont complices avec ceux que vous combattez, donc c'est très compliqué aujourd'hui pour l'armée d'évoluer. Sur le bilan, là aussi, je voulais dire, parce que le président en a fait, il a été réjoui quand même de dire que nous avons pu organiser le salon de l'armement, donc, qui est le BAMS, je crois, qui montre la vitrine, BAMEX, voilà, qui montre vraiment la vitrine aujourd'hui de notre système de sécurité et de défense. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes habitués à ces discours de promesses, en fait. Moi, j'aimerais aujourd'hui que les dirigeants, là, quand même, nous sortons des discours de promesses qui n'en finissent pas et que nous passons à l'acte. C'est mieux. Parce que pour moi, parfois, et quand le chef d'État sort aujourd'hui, qui promet aujourd'hui de créer, c'est vrai. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, les coopérations, c'est à savoir, est-ce qu'aujourd'hui les partenaires dont nous sont prêts et vraiment à nous aider à avancer ou sont prêts seulement à ce que nous allons payer les armements pour qu'ils puissent nous livrer. Parce que c'est ça le problème. Parce que la coopération que nous avons avec... Voilà, parce que à quelle échelle? Parce que là, à chaque fois que nous... C'est vrai, tu nous l'as dit aujourd'hui, il est indéniable, l'armée malienne est équipée. Ça, quand même, personne ne peut nier. Ces 5 dernières années, l'armée a été tellement équipée que ça a même joué sur d'autres côtés du côté développement, comme nous l'avons dit. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui dans nos ministères qui ne bougent pas parce que la guerre, elle coûte cher. Donc, il faut non seulement armer les éléments sur le terrain, il faut les entretenir et puis il faut recruter. Donc ça, la guerre, elle coûte très cher. Maintenant, puisque tout ça s'est fait, maintenant, le président en a parlé, oui, l'emballage, mais déjà, on peut, avant, je pense qu'au Mali, à Markala, il y avait déjà une usine de production de munitions. Et pourquoi n'est pas la réhabiliter? C'était plus facile. Maintenant, est-ce que ces partenaires, parce qu'il faut que parfois, il faut qu'on arrive à s'asseoir maintenant, faire le bilan du partenariat même avec les partenaires dont nous sommes censés évoluer, comme nous sommes les partenaires, nos partenaires et privilégiés. Parce qu'aujourd'hui, nous achetons. Mais à chaque fois qu'ils nous ont promis, ça a été des promesses vagues, parce que nous prenons seulement, ça c'est l'emballage des munitions, comme nous l'avons dit, et la fabrication des munitions, l'emballage des blindés, c'est avec quel partenariat? Nous avons parlé de système. L'assemblage, je veux dire. C'est avec quel partenaire? Après, quand nous prenons le côté énergétique, avec quel partenaire nous avons dit que nous allons résoudre le problème énergétique à travers des centrales nucléaires, comme nous l'avons, et civiles, comme nous l'avons dit, à travers l'implantation des panneaux solaires. Donc, il y a tellement de promesses. Je préfère que aujourd'hui, peut-être le chef de l'État, avec le gouvernement et ses conseillers, avant que le président livre un discours, il faut que vraiment ceux qui sont chargés vraiment de mener ces travaux-là rassurent le président que ce sont vraiment des choses acquises. Parce que parfois, c'est vrai,
Le président est là, il a des conseillers techniques, il a des gens qui font le boulot, qui viennent, bon voilà, tel était scellé, mais c'est des problèmes. Mais ceux qui viennent faire le boulot, c'est là où ça cause problème, parce que c'est l'après qui cause problème aujourd'hui. Le président a fait plusieurs voyages aujourd'hui en Russie. Qu'en est-il de ce qui a été promis? Où en sommes-nous? Donc c'est comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous allons pas à pas, parce que c'est vrai, nous avons fait beaucoup en achetant, mais il faut que nous allons pas à pas. Et c'est là où je dis, je ne suis pas trop d'accord, c'est parce que, si vous voyez que le président n'a pas effoulé, comme vous l'avez dit, le président pouvait dire, peut-être, la construction de l'usine aujourd'hui, nous sommes à 20% des travaux, à 80% des travaux, à 60% des travaux, comme l'hôpital militaire. Déjà à Banakorni, il en a parlé. C'est parce que ce sont des choses qui sont là, qui sont visibles. Que se matérialisent. Voilà, qui se matérialisent. Donc, si quelque chose n'est pas matérialisé, non, le président ne peut pas se prononcer là-dessus. Ça ne peut qu'être des promesses crues. D'accord. Est-ce que vous pensez que, voilà, on ne va pas rentrer dans les secrets de Dieu, mais vous pensez qu'au Mali, à ce stade de guerre et notamment stratégique, les partenaires stratégiques sur le plan militaire et tout, est-ce que vous pensez que le Mali doit faire une évaluation de tout ça à ce stade, aujourd'hui, au bout de 5 ans? Oui, bon, si nous ne faisons pas une évaluation conséquente de nos besoins et de nos attentes avec les partenaires, nous serons en train tout le temps d'acheter des choses que peut-être le transfert de technologie aurait permis, parce que très généralement, nous avons la matière première chez nous et c'est la transformation, le produit fini qui pose problème. Et cela relève du transfert de technologie que nous devons, je pense, à mon avis, qu'on doit exiger si le partenariat est réellement sincère entre nous et ces pays-là. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que, effectivement, Tembeli l'a dit, quand vous avez fait une annonce, rassurez-vous que c'est tombé entre les oreilles de la population qui se soucie réellement de ce que vous venez de dire, parce que ça fait partie de leurs attentes et ils souhaiteraient quand même que ce qui est dit puisse être une réalité pour qu'ils puissent être soulagés dans leur quotidien. Et si malheureusement, à chaque fois qu'une annonce de ce genre aussi importante est en fait et qu'une année après, on vient faire d'autres annonces sans faire le point de ce qui avait été déjà annoncé comme étant des projets en cours, on se pose la question réellement, quelle est la capacité opérationnelle du gouvernement et où est-ce que réellement ils veulent nous emmener? Parce que il faut comprendre que le Mali et les Maliens de 2010 n'est plus le Malien de 2026. Au fait, les choses sont tellement rapides aujourd'hui, le monde va à une vitesse extraordinaire et nous avons tous les moyens aujourd'hui de faire revenir une information qui date de 2 ans, 3 ans, 5 ans à la seconde. Avec Internet aujourd'hui, ne croyez pas que ce que vous avez dit à Markala ou à Bouni ou à je ne sais où sur le territoire, que ça ne va pas, ça ne pourrait pas revenir dès que l'occasion se présentera à celui qui veut vous faire rappeler cette information. Donc, qu'ils fassent beaucoup attention à leurs annonces et qu'ils essayent au moins de nous rassurer que chaque fois qu'une annonce est faite, qu'elle est donnée pour être exécutée et le résultat doit parler de lui-même. Parce que si demain, par exemple, l'annonce des bases qui devait être créée dans les nouvelles circonscriptions administratives créées par la loi 2012-017 du 4 j'ai un peu oublié disons le truc. En fait, c'était le projet de loi portant création des 11 nouvelles régions administratives en République du Mali. Donc nous avons même, avec Tembeli, fait les démarches parce que Banyangara faisait partie de ces nouvelles régions, tout comme ça. Donc je suis d'ici. Donc on s'était battu et la finalité a été la nomination des gouverneurs et le projet de découpage administratif qui est passé aussi également auprès du Conseil national de transition. C'est des avancées du genre que nous souhaitons. Et ce n'est pas qu'à chaque fois qu'une information, une annonce est faite, qu'il faudrait que ce soit la population qui se lève pour dire non, vous avez pris une telle décision et où en sommes-nous avec l'exécution? Non, il faut qu'on sorte de cela. C'est ce qui a peut-être mis en mal les régimes précédents, qui a été peut-être la faille qui a eu raison d'eux. Et je pense qu'ils sont suffisamment informés de tout ce qui est comme annonce faite par leurs soins que il n'y aurait pas besoin que ce soit nous qui les rappelions à l'ordre. Donc, mettre une base militaire à Nyoro, à Konobougou, à Djoula, c'est bien. Mais où en sommes-nous?
Je vais vous rejoindre certainement. Où en sommes-nous avec ce qui avait déjà été annoncé par rapport à la sécurisation et au maillage sécuritaire du pays. Donc, pour conclure, je vais tout simplement dire que, voilà, on sait où se trouvent les problèmes. Les autorités savent où se trouvent les problèmes. Ils nous donnent des solutions, ils nous annoncent des solutions qui doivent être appliquées avec le budget de l'État. C'est pourquoi moi j'ai du mal, je ne félicite jamais une autorité pour avoir réalisé un projet qui fait partie des attentes des populations, parce que c'est un devoir et c'est une responsabilité que lui il a accepté d'assumer. Et les moyens sont là, mis à la disposition pour exécuter ce genre d'infrastructures ou des services sociaux de base. Donc, il n'y a aucun besoin de dire, de se glorifier de quoi que ce soit. Et même les initiatives présidentielles, vous m'excuserez, peut-être ce n'est pas l'ordre ça ne fait pas partie de nos débats, mais je ne comprends pas comment on va prendre l'argent du contribuable et on va attribuer le nom du président comme étant ses œuvres. Non, il est là pour ça. Si la présidence a réalisé un but chez vous, c'est que vous en avez le droit parce que vous êtes citoyen et vous devez également bénéficier de l'argent du contribuable malien. Donc, il faut qu'on change de fusil d'épaule. Et cela va aussi sans dire qu'il faut qu'on sorte dans la culture, dans le culte de la personnalité. J'ai l'habitude de le dire, les initiatives, les idéologies vieillissent et durent plus qu'un être humain. Quand vous vénérez un homme, et l'État s'en occupera pour vous faire oublier qu'il a existé. Mais dès que vous êtes on en a eu la preuve, on en a eu la preuve d'une idéologie, d'un idéal, d'un modèle de gouvernance. Je disais tantôt quelque part, je me demande quel est le modèle de gouvernance que nous voulons perpétuer ou qu'on veut inventer ou refonder. C'est très capital. Parce qu'un pays qui est confronté à de telles difficultés doit réellement pouvoir puiser de son passé ou se réinventer quand même un modèle qui pourrait peut-être le sortir de tout ça. Je rappelle très souvent le cas de Mao Tse-tung de la Chine après la Deuxième Guerre mondiale et de Thomas Sankara. Donc on voit aujourd'hui ces héritiers qui se retrouvent aujourd'hui à couteau tiré avec ceux qui ne veulent pas lâcher le morceau. C'est comme ça qu'un État peut réellement asseoir une politique sereine où elle ne serait pas sur les épaules d'un seul homme. Et on se rend compte que le poisson pourrit toujours pas la tête. Parce que quand les rivalités vont venir, la personne va partir. Et quand elle partira, un autre projet, une autre vision va venir et on va détruire ce qui avait été déjà initié et essayer de construire quelque chose. Et sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord. Le Mali est beaucoup trop avancé par rapport aux autres parce que nous sommes issus quand même de plusieurs empires et de royaumes. Pourquoi autant de tâtonnements, autant c'est-à-dire de départ en arrière, départ devant. D'accord, autant de tâtonnements et autant de départ en arrière. Mais par contre, dans le discours de cette année 2026, le président de la transition a quand même fait un honneur au père fondateur quand même. Il y a longtemps que le président Assimi Goïta n'avait pas réellement fait ce genre de discours. On l'a vu évidemment lors des travaux du dialogue intermalien, il a un petit peu refait honneur au père fondateur, mais pendant ces laps de temps, même le discours au vœu à la nation, c'était à peine voilé s'il le disait, mais là, cette fois-ci, quand même, il a d'entame, en fait. D'entame, il parle, il met à l'honneur les pères fondateurs. Est-ce que vous avez eu un petit regard là-dessus, Moussa? Vous savez, d'abord, je vais un peu rebondir sur ce que Gabriel a dit. Tchénou a dit, vous savez, au Mali, tout ce qui n'est pas normal, c'est ce qui devient normal. Et tout ce qui est normal devient anormal. Malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas pourquoi je vais me glorifier pour dire que j'ai 6 heures d'électricité avant, aujourd'hui j'ai 12 heures d'électricité, que je vais me glorifier qu'il y a des efforts. Non. Parce que celui qui était là, on a dit qu'il était incapable de nous fournir de l'électricité. Vous êtes venu, vous avez la solution, vous devez me donner l'électricité 24 heures sur 24. Ça, c'est un droit pour moi parce que je l'achète. Je ne sais pas pour que je puisse avoir de carburant aujourd'hui, que je félicite aujourd'hui des citernes qui rentrent pour me ravitailler, pour que je puisse avoir un peu de carburant dans la pompe. Parce que pour moi, ce n'est pas moi mon devoir de faire cela. Donc, c'est-à-dire l'État est là pour ça.
pour au moins satisfaire mes besoins, pour que moi je puisse vaguer à mes occupations sans crainte. Donc je pense que ce sont des devoirs, comme il a dit, on ne doit pas féliciter, mais quand nous sommes en guerre, tout est possible, mais il faut qu'on arrive à sortir vraiment dans la culte des personnes. Et aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays-là, nous sommes dans la culte des personnes, parce que pour nous, ceux qui sont ici ne sont pas là, personne ne peut. Et bon, nul n'est éternel. Assez rapidement. Oui, assez rapidement. Donc, je parle donc maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, oui, mais moi, c'est ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez une fois ici, sur votre plateau, je vous ai rappelé, je vous ai dit que par rapport à l'inauguration du stade, quand le président est allé, il n'a pas quand même rendu hommage à ceux qui ont construit ce stade-là. J'ai dit, pour rénover, il fallait d'abord construire. Quand tu attends le rénover, c'est que ça a été construit par quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il fallait quand même saluer l'initiative qui a permis quand même de construire ce stade-là. Et j'ai même pris l'exemple sur ATT et IBK. J'ai dit, quand feu... Comme je dis, les deux ne sont pas de ce monde. Je dis, quand Feu IBK est allé inaugurer l'hôpital Somino Dolo à Mopti, il a rendu un vibrant hommage à ATT. Il a montré que ce sont ses œuvres. Mais il est venu, c'est une continuité. Donc je pense que vraiment, et peut-être reconnaître les efforts des pères de donc c'est positif quelque part. C'est positif parce que ce sont leurs efforts, c'est grâce à eux. Comme il a dit, c'est parce que ce sont eux qui ont eu quand même le courage de chasser et l'armée française pour que nous puissions avoir une armée républicaine, une armée malienne. Donc je pense les rendre hommage à ce jour-là aussi, pour moi c'est mérité. C'était un point positif en tout cas. Merci. Un dernier aspect, si vous me permettez. En tout cas, j'ai quand même apprécié qu'on ait rappelé cette fois-ci, l'une des rares fois, la raison de la célébration de cette journée de 20 janvier. Comme quoi, c'est le départ du dernier soldat français au sol malien. Parce que les gens avaient tendance à croire que non, le 20 janvier, c'est la date anniversaire création de l'armée malienne. Et cette fois-ci, le président a eu quand même le courage de le rappeler en ces termes pour lever toute équivoque autour de la question. Et pour terminer, on parlait tantôt de la refondation en la matière sur le plan sécuritaire. Il faut juste comprendre que avant qu'on soit le Mali d'aujourd'hui, que ce soit les communautés, les royaumes et les empires, la défense était organisée comment? Chaque village avait une petite unité qui veillait à sa sécurité. Tout à fait. Et quand elle est débordée, il faisait recours aux autres communautés voisines pour venir à son appui. Mais aujourd'hui, on est exactement dans le même scénario où on harcèle les villages individuellement. Et qu'est-ce qu'on fait? On a une seule armée qui n'est pas toute, qui ne peut pas être là partout. Partout, évidemment. Mais que des individus, des citoyens, des villageois sont là, qui sont martyrisés par ces gens. Pourquoi on ne puiserait pas de ces connaissances endogènes pour réellement essayer de redynamiser? Peut-être on ne peut pas envoyer tout un détachement dans une localité, mais envoyer quand même une cinquantaine ou bien une dizaine pour épauler une cinquantaine d'hommes sélectionnés, bien formés et bien outillés. Mais attends, on fait quoi? Pourquoi on fait comme si... Mais dans ce cas, quand même, le président de la transition a annoncé des nouvelles unités qui vont être mises en place aussi. Non. Est-ce que c'est aussi pour ne pas aller dans cette... C'est là tous les problèmes, parce qu'on veut fuir la réalité des choses. Ces nouvelles unités-là, ils vont être incorporées. Ils vont avoir leurs unités, ainsi de suite. Ils vont avoir un commandement qui n'aura pas certainement tous les moyens d'être là sur tout le territoire national. Il n'y a pas mieux moyen de défense d'une localité que les populations locales. C'est eux seuls qui peuvent réellement savoir, quand vous quittez un tel village, pour venir ici, voilà le chemin approprié. Et pour réellement se défendre, voilà comment il faut procéder. Et c'est pourquoi quand les populations locales se rendent en complicité avec ces terroristes, c'est très très difficile pour l'armée de les vaincre. C'est très dommage. De soutirer des informations et tout. Ce sont plutôt les terroristes qui sont en train d'exploiter nos connaissances, nos différentes façons de nous sécuriser, de nous renseigner et d'en venir à bout de la sécurité. Mais je pense que... Malheureusement, les efforts ne sont pas, à mon avis, ne sont pas orientés vers là. Parce que tu as beau recruter autant de militaires que tu voudras, la hiérarchisation du commandement
ne te permettra pas réellement de couvrir tout le territoire. Non, mais je pense et surtout la réactivité. Non, mais je pense que cet aspect déjà, mais je pense que sur cet aspect, le Mali est déjà, parce que nous avons vu au Burkina avec les VDP, le Burkina est en train de faire, mais le Mali, nous avons, entre guillemets, comme certains aiment le traiter des milices. Vous savez, quand ça présente des insuffisances, il faudrait bien en parler. Non, je dis, comme certains les présentent comme des milices aujourd'hui, les chasseurs qui sont là aujourd'hui en train de défendre et à bec et ongle les villages, ils sont récompensés par quoi? Comment ils sont traités. Mais c'est ça le véritable problème. Nous avons des groupes autodéfense ici qui sont reconnus, qui sont en train de se battre au moment où l'armée même n'était pas dans certaines zones, qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans aujourd'hui, qui sont en train de se battre sur les propres moyens. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour valoriser vraiment ces individus-là? Parce que c'est dommage. Nous l'avons toujours dit à ceux que... Parce que pourquoi, vous savez, quand nous sommes dans une guerre et informelle, comme nous avons des terroristes, comme nous a dit, parfois, nous n'avons pas toujours besoin peut-être d'aller sur des voies et sur des recours formels, comme on le dit. Mais on peut dire que peut-être l'État ne peut peut-être ne même pas les reconnaître formellement, mais en dessous, l'État peut les appuyer parce qu'ils sont mieux sur le terrain, ils connaissent mieux la localité. Même quand un nouveau individu entre tout de suite dans l'espace, ils sont les premiers à le savoir. Donc, si ces gens-là, aujourd'hui, sont formés, peut-être pas militairement, mais qui sont formés aujourd'hui militairement, qui sont occupés, on les prend comme des supplétifs de l'armée, comme on a l'habitude de le dire. Et maintenant, les zones occupées, comme le Burkina le fait, bien entendu, vous prenez ces jeunes qui sont aujourd'hui, qui sont obligés de quitter leur village, qui sont dans les grandes villes. On veut récupérer votre village, vous les formez. La récupération se mène avec l'armée, on les forme et on les dit, bon maintenant, aujourd'hui, vous avez le destin vraiment de prendre en charge la sécurité de votre village. Merci Moussa, on aura le temps de le développer lors d'une autre occasion. On est bien obligé de suivre quand même un autre chronogramme. Voilà, donc le discours du président Assimi, le général Assimi Goïta, voilà, en tout cas, il y a une note assez positive que moi, personnellement, j'ai quand même retenu, le général d'armée, c'est le retour à certains services sociaux de base, voilà. Donc, il a quand même annoncé que dans certaines zones, quelques services sociaux de base ont pu être réinstallés. On peut dire que c'est quand même aussi une note assez positive de ce discours. Deuxième sujet, la CAN 2025, édition Maroc. Édition 2025 au Maroc a pris fin le 18 janvier dernier, mais ce qui a surtout retenu l'attention des Maliens, et il s'agit du football malien. Voilà, le Mali qui a été éliminé assez tôt, on dira, en quart de finale. Est-ce que c'est le temps de bilan qu'il faut faire ou il faut surtout se demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Gabriel, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le football, quand même, c'est un élément de passion. Il est toujours traité comme tel. Les gens ne vont pas très souvent, surtout pour le cas du Mali, on ne traite pas le mal à la racine. On essaie toujours de faire le pansement sur des gouttes. Même s'il y a la piandeur empêche, celui qui doit faire ce pansement, il s'en fiche. Et malheureusement, ça ne peut pas traiter le mal comme on l'entend. Voyez-vous, une équipe nationale, moi j'aime toujours aller voir ailleurs pour me référer quand je suis en insuffisance de voir moi-même comment venir à bout de certaines situations. Parce que parfois, l'autre peut t'aider à mieux voir dans tes insuffisances. Vous savez, l'Égypte est le pays qui a remporté le plus de coupes d'Afrique. Je crois qu'il doit être à la 7e édition. Ils ont 7 étoiles sur leur maillot. Voilà, 7 coupes, ainsi de suite. Vous voyez, l'Égypte en son temps ne prenait pas d'expatriés. Tous ceux qui jouaient de l'équipe nationale restaient et jouaient le championnat national du 1er au 30e. Ce qui faisait que même si on bandait les joueurs, on faisait un bandage des yeux des joueurs sur le terrain, ils savaient où trouver qui au moment opportun. Et ils ont développé un style de jeu qui les a permis d'être aujourd'hui l'équipe nationale le plus qui a d'étoiles en la matière. C'est une référence pour moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On va ramasser des professionnels qui ont des contrats très jutés à l'international et on laisse les jeunes talents ici
qui ont besoin d'être, non seulement, qui ont besoin d'être mis en scène, mis en épreuve pour réellement s'affirmer encore davantage. On va prendre des professionnels qui jouent dans des différents clubs où le style de jeu est très différent. Vous prenez quelqu'un qui joue dans un club anglais et quelqu'un qui joue dans un club français ou dans un club espagnol, ils n'ont aucunement le même style de jeu. Parce que chaque pays a développé un style de jeu propre à lui. Tout le monde sait très bien comment est le championnat anglais. Tout le monde sait très bien comment les Français se débrouillent dans leur championnat. On voit également comment le championnat espagnol se passe. Mais pourquoi on ne prendrait pas l'exemple sur ces pays-là pour essayer au moins de donner la chance à des gens, et c'est de la politique. Vous acceptez d'entrer dans l'équipe nationale, vous signez un contrat de faire un certain nombre d'années sans aller à l'international. Et dès que vous pensez que l'international ferait votre mieux, vous partez et le contrat est rompu. Alors, tant qu'on ne va pas réellement juger les choses dans ce sens, et aussi essayer d'impliquer davantage l'État dans la crise de la FEMAFOOT, on ne va pas s'en sortir. Parce que tout simplement, on est en train de faire croire que non, le football est quelque chose qui va au-delà des décisions. Certes, le football a sa politique en sa manière, mais chaque État aussi veille sur mais déjà qu'il y a la politique nationale du sport qui couvre la politique du football. Le football est un exemple que je ne saurais prendre, que je ne saurais comparer à un autre. Ils se disent tellement indépendants de la politique nationale de l'État, et pourtant c'est l'État qui construit, bon, c'est encore très profond, parce que, au fait, je trouve qu'il y a trop de laisser-aller dans notre football. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de rigueur, il y a la violation permanente des textes, et on a tendance à commercialiser le sélectionnement, la sélection des joueurs, ainsi de suite. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait un championnat réellement qui est fonctionnel. Et si ce n'est pas fonctionnel, pourquoi? Parce qu'il faut puiser de ces locaux. On va laisser ce championnat national-là mourir. On va prendre des joueurs internationaux et on espère que ceux-ci nous remportent la coupe. Mais disons-nous la vérité. Peut-être aussi c'est par manque de moyens techniques qu'on se dit qu'il faudrait aller chercher ceux qui ont déjà... Les moyens techniques ne tombent pas du ciel. Moi, j'ai horreur qu'on me dise qu'un État est défaillant parce qu'il n'a pas suffisamment les capacités pour gérer une situation qui survient sur son territoire. Mais je dis, tant qu'il y a des individus qui vivent sur le sol, il y a toujours des capacités. Toi, tu peux ne pas avoir la solution, mais l'autre peut t'apporter bien la solution. Et c'est parce qu'on est tellement dans une sorte d'hypocrisie qu'on ne veut pas les solutions de l'autre parce que ça vient de l'autre. Et que quand on appliquera ces solutions, ça va nous apporter, ça va nous donner d'autres des résultats plus tangibles que ceux qu'on avait déjà sous la main. Mais on les refuse. C'est là aussi notre problème. On ne veut pas que celui qui a la main dans la pâte ne veut pas reconnaître ses insuffisances pour céder la place à celui qui a des compétences. Et on va passer notre temps comme ça. À perdre du temps déjà. À perdre du temps sans réellement aller vers des concessions qui peuvent nous faire changer les données. Malheureusement, moi je trouve que le problème du football, l'État doit s'assumer et la rigueur doit être dans le football. D'accord, merci beaucoup. Moussa, analyse sur le Mali qui a du mal à progresser, parce que déjà avec la CAN en Côte d'Ivoire, on a bien vu, ça a été pratiquement le même scénario, mais un peu mieux, parce que cette fois-ci quand même, ça a été... assez cuisant quand même de voir que le Mali n'arrivait même pas à obtenir de beaux matchs avec des beaux buts. On s'attendait au moins à avoir une avancée au final avec au moins un 2-0 en faveur du Mali, mais ça a été tout le temps un peu en esquive, on esquive cette fois-ci, ou bien Moussa est carrément sous le choc encore. Non, je vous écoute parce que vous savez, pour celui qui ne comprend pas le football malien, c'est celui qui se fatigue en fait. Parce que, comme Gabriel l'a dit, nous n'avons pas un championnat aujourd'hui ici au Mali local, qui est à la hauteur. Il n'y a pas de championnat.
Il n'y a pas de niveau dans nos championnats d'abord. Ça, c'est le premier problème. Parce qu'aujourd'hui, la FEMAFOOT même n'arrive pas à... Même les championnats dont nous commençons de voir, on a du mal à finir ces championnats-là. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de nos instances de football sont réellement aussi pour le rayonnement du football malien? Moi je ne suis pas d'accord peut-être sur d'autres aspects qui disent peut-être les internationaux qui sont dans... Mais quand vous prenez aujourd'hui l'équipe sénégalaise, mais ceux qui ont remporté la coupe, mais tous ces jeunes-là jouent dans des grands championnats, dans des clubs, dans des grands clubs. Mais seulement c'est le patriotisme, je me dis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la FEMAFOOT, vous voyez la gestion, pour cette CAN, moi je l'ai dit à ceux qui veulent l'entendre, surtout au niveau, à mes amis, je les disais, je dis, bon, le Mali, moi je vois le Mali dépasser les quarts de finale, ça va m'étonner. Parce que pour une équipe qui part sur 3 matchs nuls, n'est pas une équipe qui est là pour gagner. Nous avons vu pendant cette CAN, avec les sélectionneurs, ils jouaient plus à la défensive qu'à l'offensive. Ça veut dire que c'est comme si c'est quelqu'un qui est parti sur des bases des matchs nuls. Et malheureusement, c'est ça. Tous les 3 matchs que nous avons concédés, 2 buts encaissés, 2 buts marqués. Donc, ce n'était pas une équipe qui était là, qu'on pouvait compter pour dire que, bon, voilà, nous avons une équipe. Mais je pense que cette malaise-là, c'est ce qui a coûté la place à Amari. Après la CAN de la Côte d'Ivoire. Quand il a dénoncé les tares de la FEMAFOOT. Mais c'est ce qu'il a volé, sa place même de leader au sein de cette équipe. Mais quand vous voyez même lors de notre dernier match, le match que Amari nous a fait sortir, parfois les sélectionneurs, je me demande sur quelle base nous avons pris ce sélectionneur-là pour amener cette équipe-là. Il avait du potentiel sur les bancs de touche. Il y avait des joueurs qui n'étaient même pas en forme. Nous avons des joueurs qui n'ont même pas joué, même 1 minute dans leur club, qui n'avaient même pas de temps de jeu dans leur club, qui étaient encore sur le terrain. Donc, avec cette équipe-là, moi, le quart de finale, je me suis dit, bon, voilà, c'était assez quoi. C'était assez, parce qu'on ne pouvait pas, quand vous prenez l'équipe du Maroc, comme il a dit, le Maroc, jusqu'à la finale, le Maroc a gagné toutes ses équipes, à part le Mali où ils ont fait le match nul. Le Maroc a gagné tous ces matchs. Quand vous prenez le cas du Sénégal, indemne. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire pour moi, c'est d'abord le football malien, d'abord il faut commencer, comme Gabriel a dit, c'est la base, c'est-à-dire au niveau de la fédération. Il faut refondre au niveau de la fédération. Oui, mais aussi il y a eu des démissions en cascade. Oui, non, mais ça c'est une autre situation qui est là. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'est même pas encore arrivé à terme parce que une première fois, il y a eu des démissions, tout le bureau a démissionné. Maintenant, ils attendent la feuille de route de la FIFA qui doit leur envoyer une feuille de route. Maintenant, nous attendons. Est-ce que c'est un Connor qui serait mis en place pour aller vers un nouveau bureau ou bien nous allons directement aller vers la réélection d'un nouveau président? Donc c'est ce qui est entendu d'abord parce que comme il a dit, les instances de football, comme la FIFA l'exige, l'État ne doit pas s'interférer dans les affaires du football. Donc il y a le football malien, moi je pense qu'aujourd'hui d'abord il faut avoir un championnat de haut niveau. Ouais, à Lali par exemple. Vous dites l'État ne doit pas s'interférer. Gabriel dit l'État doit avoir un regard. Dans le texte. Dans les textes de la FIFA, l'État ne doit pas s'interférer dans des questions footballistiques. Par exemple, quand l'État s'immisce tout de suite, c'est comme le Gabon. Nous avons vu après l'échec du Gabon, l'État a dissous la FEMAFOOT, a dissous l'équipe, mais les sanctions qui sont tombées, elles sont là. Donc ça, c'est la politique du football. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, pour que nous puissions aller, et puis on a un problème ici, c'est que les vrais acteurs du football malien ne se sont jamais intéressés vraiment à gérer cette instance-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la possibilité, mais et puis les textes aussi ne les permettent même pas. Parce qu'aujourd'hui, pour être à la tête de cette fédération, il faut être adossé à un club ou bien un truc. Alors que ceux dont les gens sont en train d'appeler aujourd'hui les Serou Keita et les consorts là n'ont pas de club. Donc ça veut dire que eux, en tant que joueurs, ils ont vu des pratiques, et c'est pour cela que je les appelle quoi. C'est-à-dire qu'en tant que joueurs, ils ont vu des pratiques qui sont passées au niveau de cette fédération-là. Et si on aimerait vraiment ramener la coupe, il faut que nous refondons ce système-là en fait. Avoir une fédération, avoir un championnat de haut niveau, où peut-être là, on peut
se baser sur ces locaux-là, parce que jusqu'à présent, même dans nos championnats, nos 2 équipes qui sortent aujourd'hui au niveau de la CAF et de la Confédération aujourd'hui ont du mal, Doliba et le Stade ont du mal aujourd'hui à évoluer parmi les autres clubs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même le championnat, il y a des problèmes. Donc il faut refonder d'abord non seulement la structure qui est la FEMA Foot, avoir des dirigeants qui ont l'amour du football, qui ont quand même conscience quand même de l'évolution du football malien. Sinon aujourd'hui, nous avons des excellents joueurs, nous avons des bons joueurs, mais le management, et puis il faut mettre les fonds. C'est ça le problème, parce qu'il faut mettre les moyens pour atteindre l'objectif. Quand vous prenez le Sénégal, les Chan, les 2 entraîneurs du Sénégal aujourd'hui, mais c'était des joueurs de l'équipe nationale. Alou Cissé, qui était quand même et de l'équipe nationale qui a remporté la Coupe d'Afrique. Quand vous prenez Pape Ndiaye, qui était aussi dans l'équipe nationale aujourd'hui, sa première expérience avec le Chan, il a remporté la coupe avec les Lions aujourd'hui qui ramènent la coupe. Donc moi je pense que c'est de mettre les moyens et vraiment d'avoir une politique qui nous permet aujourd'hui d'avoir des joueurs et surtout des entraîneurs. Moi je préfère aujourd'hui des entraîneurs locaux aujourd'hui, parce que quand vous prenez ces 2 dernières années, la CAN, la Côte d'Ivoire, c'est MFA qui était d'abord présidé par un entraîneur européen, qui a été limogé à sa suite, qui vient en tant qu'intermédiaire, qui remporte la Côte d'Ivoire, la coupe pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Pape Diaw, qui est aujourd'hui un entraîneur des Lions, qui remporte la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut que nous arrivions à faire confiance aujourd'hui à nos entraîneurs locaux, et surtout les championnats maliens. Il faut mettre vraiment de l'intensité et de la qualité pour pouvoir espérer vraiment ramener cette coupe-là ici. D'accord, messieurs, les filets sont jetés du côté notamment de la structure, du ministère, du département, qui doit essayer de redonner confiance aux Maliens, à notre équipe nationale pour les compétitions prochaines. Voilà, le Mali aujourd'hui doit travailler. Bon, on ne sait pas quoi dire. Franchement, on se trouve dans une situation un peu complexe, difficile. On ne voit que des difficultés, des problèmes. Moi, en tout cas, Fadima, moi, j'ai cessé de regarder les matchs du Mali très longtemps. À vrai dire, moi, depuis la CAN 2002, avec le Cameroun, avec ce fameux Guéfi, moi, de manière régulière. Je n'ai plus regardé vraiment. De manière. Non, pas régulière. Depuis 2002, je ne me suis jamais assis devant un écran pour regarder l'équipe nationale du Mali jouer. Je préfère attendre après match, aller regarder les résumés. Mais je ne m'assois pas pour regarder le match. Ça, je le fais. Ça, c'est depuis 2002. Ça, je faisais. En tout cas, on en a vu. On en a vu sur les réseaux sociaux les Maliens qui ont mis en scène tout cela, notamment avec du Doliprane et tout. Ça nous a fait rigoler. Voilà, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire, sinon le cardio ne va pas tenir. 3e sujet et dernier sujet sur ce plateau aujourd'hui. Téléspectateurs, merci toujours de rester avec nous. Il s'agit de la République de Guinée. Voilà, le président de la République, maintenant Mamadou Doumbouya, a été investi en date du 17 janvier. Voilà, à la suite de la confirmation de sa victoire aux élections qui a été faite le 4 janvier. Dernier, il remporte haut la main, il faut le dire, ces élections. Gabriel, l'investiture avec tout ce qu'on a vu autour, est-ce qu'on peut dire que là, la République de Guinée va de plus belle sur des charbons ardents, on va dire? Un mandat de 7 ans qui passe de 5 ans à 5 ans, un militaire qui ne laisse pas tomber le treillis. La constitution guinéenne le permet. Votre avis, votre analyse là-dessus? Vous savez, c'est pas du tout simple de donner son avis par rapport à la situation de la République de Guinée. Bon, néanmoins, on peut quand même faire une petite lecture de l'évolution de la campagne présidentielle à l'investiture. Ça a quand même été pour la toute première fois qu'on a vu un candidat qui n'a pas été faire la campagne comme tous les autres. Cela n'a pas manqué, n'a pas empêché qu'il soit élu. Chapeau à lui. Voilà. Lui, il connaît les secrets qui lui a permis d'évincer ses adversaires. L'investiture également, pour ceux qui l'ont suivi, moi je l'ai un peu suivi à la télé, j'ai vu un dispositif militaire assez costaud.
qui pour moi n'annonce pas un très bon présage, parce que on est supposé être élu président d'un État et l'armée vient en appui d'une certaine manière pour la sécurité et voilà, sécuriser la première institution, certes, mais les dispositifs sécuritaires pour moi annoncent qu'il y aura peut-être des tumultudes. Une certaine méfiance, voilà, déjà. Une certaine méfiance déjà, que tout le monde n'est pas embarqué dans le même bateau. L'homme est toujours sur la garde, sur la défensive. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau pour gagner et la confiance des Guinéens. Et il a déjà gagné à travers les urnes, mais également pour asseoir son autorité, que sa gouvernance se passe vraiment dans une sorte d'accalmie. Il faudrait que voilà, le côté militaire se dissipe un peu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... Est-ce que ça pourra se dissiper, justement? Voilà. Donc, pourquoi ça ne va pas se dissiper? Parce que c'est la grande question. S'il y a des méfiances ou des incompréhensions de part et d'autre, c'est pourquoi je pense que son premier travail en tant que président démocratiquement élu, ce serait réellement de s'asseoir et de discuter très sérieusement avec les Guinéens. D'accord. C'est quoi? Il y a encore des couacs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une gouvernance sereine? Parce que, à ce que je cherche, une investiture avec autant de dispositifs militaires, pour la première fois, je vois des lances roquettes au milieu des stades de prestations. C'est quand même bizarre pour moi. Je pense qu'il a beaucoup de travail à faire sur les relations publiques entre le premier responsable et les institutions qu'il va présider. Mais pour l'investiture, c'était d'office la même chose, hein, parce on a vu des images de Doumbouya même pour aller faire du sport. C'était tout un bataillon à la limite qui était à le surveiller dans les rues. Donc c'est pas nouveau, hein, on va le dire maintenant. Il ne ressemble pas à un président civil, d'autant que bon. Il a toujours gardé. La Constitution lui permet de garder son pays, si c'est le cas. La Constitution autorise des porteurs d'uniforme à pouvoir se présenter aux élections présidentielle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre civils et militaires. Voilà, ça va être un peu compliqué à ce niveau. Parce qu'on sait bien que le pouvoir, c'est quelque chose. Politiquement, d'abord, ça joue. Ça doit s'exercer politiquement. Et s'il faut rajouter les militaires, qui ne seraient pas d'ordre... Ça doit s'exercer civilement ou politiquement? Politiquement et civilement. Plutôt civilement, vous voulez dire. On va à l'élection parce qu'on veut savoir quelle est la popularité de l'homme en question. Et quand on finit avec les élections et que les résultats de ces élections annoncent un militaire, quoi qu'il en soit, un militaire qui remporte la partie, je pense qu'il doit réellement comprendre qu'il doit se mettre dans un contexte beaucoup plus civil que militaire. Et là... c'est lui qui connaît les secrets de sa chose. Je ne sais pas si la Constitution interdit aux militaires d'avoir cette casquette politique, sauf régime d'exception, parce que là, quand même, ils rentrent dans l'ordre... dans un régime d'exception, parce que l'élection boucle la phase transitoire de ce qui est pour le cas de la Guinée. Où ça? Vous savez, nous l'avons dit ici, hein? Oui. Parce que... contrairement peut-être à la constitution du Mali où peut-être le président doit démissionner 3 mois, avant c'était 6 mois, nous avons notre nouvelle constitution a dit 3 mois pour les porteurs d'uniforme, mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas entendu que Mamadou Doumbouya a démissionné quand même de l'armée, comme celui du Gabon. Celui du Gabon a démissionné avant d'être président. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore vu ou entendu la démission de Mamadou Doumbouya, puisque... Mais il n'en a pas besoin, parce que la Constitution lui permet... C'est ce que je dis, puisque la Constitution lui permet déjà. Pour moi, je ne serais plus peut-être dans cette affaire du civil ou militaire. Mais ce que moi, je retiens, je me dis que c'est ça la beauté d'une démocratie, quoi, en fait. Aujourd'hui, la Guinée boucle la phase transitoire. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous ne parlerons plus de président de transition,
Donc, l'investiture a été faite dans un grand stade, comme nous l'avons dit, où le Mali aussi a été à l'honneur, parce que beaucoup de nos divas ont pris part, comme Sankharé, Soumaïla Kanouté, consorts ont pris part à l'investiture. Et surtout encore, notre président était encore habillé en blanc, était à cette investiture-là, comme nous l'avons dit. Nous pensons que peut-être après le Gabon, la Guinée, peut-être en revenant, ils vont lui donner la perche pour que nous aussi, ici plus ou tard, nous puissions aller au 26 mars à l'investiture de notre président. Et c'est ce qui a été toujours demandé, parce que vous savez, la transition, plus elle dure, plus les problèmes se créent en fait. Donc je pense que la Guinée a compris, a vite compris. Donc vraiment, comme Tchénou l'a dit, il n'avait pas besoin de faire une campagne, puisque les concurrents directs qui pouvaient le concurrencer aujourd'hui ne sont plus en Guinée. C'est Dalin Diallo qui a été écarté, qui pouvait le nuire. Donc quand tu n'as plus sur ton chemin quelqu'un qui peut te barrer la route, donc je ne vois pas pourquoi tu vas te fatiguer pour gâter ton énergie pour une campagne. Donc je pense que là, Mamadou Doumbia, il a recettes, donc il s'est présenté et il a passé haut la main, comme nous l'avons dit. Et puis surtout nous savons en Afrique, il est difficile aujourd'hui pour nos dirigeants d'organiser une élection et de la perdre, et surtout de l'assumer. Merci. Donc ça c'est l'Afrique comme en tant que telle. Mais parfois il faut mettre toujours la forme, comme nous l'avons dit. Le cas du Tchad, nous l'avons vu. Idriss Déby Kaga, le fils qui vient après, qui organise les élections, qui passe haut la main. Donc je pense qu'aujourd'hui la Guinée a déjà dépassé une étape. Aujourd'hui donc Mamadou Doumbia, comme il a dit, cette méfiance-là, elle va rester, parce qu'aujourd'hui vous savez quand même c'est le patron d'une unité d'élite. Pour une telle investiture, comme nous l'avons dit, où il y a beaucoup d'invités de marque, et surtout nous parlons de terrorisme qui n'a pas de frontières, surtout les menaces peuvent venir de partout, donc il faut encore de plus renforcer la sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Bon, les querelles militaires, ça, peut-être en tant que nouveau président élu, il aura quand même la baguette magique pour essayer vraiment de baisser cette température-là, parce qu'à quelques jours même des élections, on avait eu des bruits de couloir qui parlaient de tentatives de déstabilisation où des gens ont été neutralisés. Donc ça ne va pas finir. Donc je pense que maintenant, le fait que les investissements se sont passés, comme vous l'avez dit, maintenant, il est en tant que le nouveau président élu pour 7 ans, il faut que maintenant, il ait vraiment ce management-là, essayer maintenant de baisser les tensions au niveau des casernes, au niveau de ses frères d'armes, pour essayer vraiment de diriger encore cette Guinée-là, encore pour qu'on puisse avoir une Guinée plus émergente. Et surtout, son bilan en parle, parce que depuis qu'il est venu à la tête de la Guinée, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts d'infrastructures, surtout. Il en a fait beaucoup, donc je pense que c'est ce bilan aussi qui a un peu pesé à sa faveur. Donc je pense que peut-être dans les jours à venir, et comme vous l'avez dit, en tant que nouveau président, donc, il faut qu'il se mette encore dans la peau d'un civil pour essayer vraiment de réunir tous les Guinéens autour de son projet, pour que, à l'issue de ces 7 ans-là, peut-être renouvelables ou non renouvelables, je ne sais pas ce que la Constitution propose, bon, maintenant pour qu'au moins, quand même, à l'issue de ces 7 ans-là, il puisse avoir un bilan religieux. Je crois qu'il n'y a pas de limitation, en fait. Elle est renouvelable, mais sans limitation. Sans limitation, oui. Donc c'est devenu jusqu'à la pacification chez nous, donc je pense que ça ira. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la Guinée aujourd'hui n'a pas réellement de problème de gouvernance, parce que le coup d'État de M. Doumbia, justement, à son prédécesseur, c'était plutôt un mandat de trop? Mais c'était plus ça le problème de la Guinée, ou bien c'était vraiment un problème aussi de gouvernance en tant que tel? Oui, un mandat de trop, mais là, vous oubliez, là, la Constitution ne permettait pas à son procédé de briguer un problème. Mais aujourd'hui, lui, en tant que tel, il a eu le génie, comme nous l'avons dit, de ne pas mettre de mandat de limitation. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il exerce. Maintenant, c'est aux Guinéens de voir, est-ce que pendant l'issue de ces 7 ans, comme je l'ai dit, est-ce que le mandat il est réalisable? Est-ce que les Guinéens vont vouloir encore lui donner une autre chance d'exercer encore un autre mandat de 7 ans? Ça, maintenant, le destin maintenant de Doumbia revient maintenant aux Guinéens. Maintenant, comme je l'ai dit, pendant l'usage de ces 7 ans-là, c'est là où il sera jugé sur son bilan. Et maintenant, voir soit s'il va briguer un autre mandat de 7 ans, ou bien si, après ces 7 ans-là, s'il veut passer le flambeau à un autre dauphin, comme nous le savons. Donc, peut-être, à l'issue de ces 7 ans-là, nous verrons plus. D'accord, une dernière peut-être pour terminer, clôturer ce plateau. Oui, je pense que sur ce plan, la problématique, ce n'était pas sur les questions de gouvernance. Je pense que le problème des Alpha en son temps a été
comme l'a si bien dit Terminé, c'est que la Constitution n'était pas aussi disposée à lui accorder cela. Et comme ça se passe dans d'autres pays, on fait les forcing. Soit on fait une révision de la Constitution pour s'octroyer cette possibilité de venir de nouveau, soit on fait le forcing. Et je pense que le forcing n'a pas été l'élément déclencheur de la chute de Alpha Condé. Et je pense plutôt qu'à l'orientation politique qu'il avait prise en son temps et qui n'était pas du tout du goût de ses anciens partenaires qui... Vous savez, quand vous êtes président d'un pays africain que vous tramez avec, vous collaborez, vous m'excusez l'expression, vous collaborez, vous essayez d'entretenir ces relations d'antan de traditionnelles et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que, au fait, ces relations-là ne me permettent pas d'aller, de conduire mon pays vers leurs attentes. On est tenté parfois, si on a assez, disons, des bons conseillers, vous dire que voilà, il ne faudrait pas surtout chercher un deuxième mandat. Travailler depuis le premier mandat à orienter votre pays vers des partenariats stratégiques qui peuvent réellement vous permettre d'aller justement vers ce que vous cherchez. Et dès que vous commencez votre premier mandat avec ces partenariats qui vous lient pieds et mains, et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il faut changer de fusil d'épaule, il faudrait comprendre que vous êtes déjà verrouillé dans le circuit. Et si vous ne faites pas les choses comme ils l'entendent, vous pouvez être éjecté de la chaise. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Alpha Condé. Est-ce que Doumbouya va pas se retrouver dans le même schéma, vu qu'en réalité, lui n'a pas refoulé pas mal de partenaires. Les partenaires de la Guinée sont pratiquement restés tels. Est-ce qu'il va pas retomber dans le même, juste pour clôturer? Je pense que la chance de Doumbouya, c'est de n'avoir pas refoulé ses partenaires traditionnels. Ah. Donc, il a toutes les chances et la bénédiction de Sissi pour... peu importe comment les choses adviendront, et tant que leurs intérêts seront préservés, et je pense qu'il a de belles jours devant lui. Mais sauf que s'il doit réellement travailler pour l'essor de la Guinée, et c'est dès maintenant que ces initiatives doivent et peuvent être prises. Depuis le premier mandat, il engage un processus de réforme en la matière, et dans les domaines où cela importe, et qu'il fasse réellement de telle sorte qu'il n'est même pas tenté de chercher un deuxième mandat. Et je pense qu'en voulant réellement bien faire les choses, le deuxième mandat s'invitera dans lui son propre bilan. Il n'aura pas besoin de battre campagne. Et malheureusement, c'est cet aspect-là qui manque souvent à la plupart des leaders africains. Quand ils viennent, ils essaient d'abord de sauvegarder le deuxième mandat. C'est-à-dire, en voulant sauvegarder le deuxième mandat, non seulement on va se retrouver dans des processus ou bien dans des partenariats qui ne sont pas du tout équitables, où au fil du premier mandat, il n'y aura pas de résultats tangibles. Et finalement, on fait quoi? On sort de l'argent de la caisse de l'État et on essaie de se réélire. Et comme l'a si bien dit Terminé, c'est difficile d'être aux affaires et d'organiser une élection et de la perdre. C'est très très difficile. On a une de ces démocraties aujourd'hui qui est un peu à l'africaine. Donc, sur ce plan, la seule alternative pour moi est que pour Doumbouya, qu'il ne tente pas un deuxième mandat, qu'il travaille à rassurer les Guinéens, à engager le processus de développement et à stabiliser le climat à aller social. Tout simplement sur des chantiers. Voilà, c'est des chantiers réels. Et les Guinéens le réclameront à la suite de ces 7 premières années. D'accord, merci. L'intime conviction. D'accord, c'est merci. aussi valable pour les autres chefs d'État africains qui pensent que, voilà, parce qu'on a tellement fait de telle sorte que tant qu'on ne va pas à une élection, on a l'impression que le pays ne peut pas se construire sans élection. Et puisqu'il faut aller à cette élection, il faut trouver des stratégies pour gagner la confiance des populations. Gagner la confiance des populations, c'est en faisant quoi? En les apportant des services sociaux de base, en les mettant dans des conditions où la citoyenneté devient une fierté, où tout le monde se sentirait réellement en sécurité et
et qui pourrait apporter aussi sa contribution pour l'édifice national. Déjà, qui permettrait d'avoir un espace assez viable pour les investissements, parce que c'est ça aussi un pays, c'est surtout l'économie. Moussa, peut-être une petite dernière pour terminer ça, ou c'est bon, on peut dire que tout a été dit ici sur ce plateau, sur les 3 sujets du jour. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, nous sommes à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir toujours sur ce plateau mes confrères. Il s'agit de Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Et puis surtout, j'ai l'habitude de le dire, comme c'est l'année 2026. Encore, je débute cette année 2026 sur Mandi TV. Donc, une fois de plus, encore, je vous rends le chapeau parce que vu le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui, il n'est pas du tout facile de tenir les rendez-vous dont les téléspectateurs vous entendent. Et j'espère que cette année 2026 sera l'année de la presse aussi, parce que déjà en 2025, 2024, la presse, surtout malienne, a beaucoup souffert, surtout dans le cas des traitements des informations ou trucs, où les gens vraiment aujourd'hui, chacun a peur de dire ce qu'il a. Malgré ça, vous tenez chaque semaine, vous tenez le rendez-vous, et surtout Maïga aussi qui a la régie. Je l'ai dit, nous sommes là, surtout moi et Gabriel et vous, nous sommes visibles, mais c'est grâce à lui. Et sans lui, nous ne serons pas venus entendus. Donc, je vous salue. Et dire encore que cette année 2026, quand même, soit une année de bonheur et de prospérité. Et que vraiment, ça soit l'année dont chacun de nous souhaite. Merci bien. Merci bien, Moussa. Notre deuxième invité sur ce plateau, confrère Gabriel Thienou, journaliste d'investigation au journal Le Reporter et Kama Info. On s'est dit à la prochaine. Il a déjà conclu. Il a déjà conclu. Merci à vous. Juste histoire de dire au revoir aux téléspectateurs sûrement. Merci à vous, premièrement, à la direction, à l'ensemble du personnel et à tous ceux qui auront pris de leur temps pour suivre cette émission. Nous vous promettons d'être là chaque fois que nous recevrons l'invitation de notre concert pour venir partager avec vous ce que nous pensons et les petits conseils et contributions que nous aurons à donner. C'est juste par souci d'un lendemain meilleur pour le Mali et pour l'Afrique. Merci beaucoup, chers confrères Moussa Tembine, Gabriel Thienou, tous journalistes. Téléspectateurs de Mandé TV, merci à vous aussi d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de ce plateau. On se dit à la prochaine. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.